Merci beaucoup. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, le 16e sommet des BRICS vient de se conclure avec succès. Il a été le point culminant de la présidence russe de l'association et l'un des événements marquants du calendrier politique mondial. La Russie aborde ses responsabilités de présidente des BRICS avec sérieux. Plus de 200 événements ont été organisés dans 13 villes russes. En particulier, de nombreuses réunions de ministres sectoriels ont eu lieu, ainsi que diverses conférences, des séminaires et un forum d'affaires. Les Jeux sportifs ont également connu un grand succès. Cette année, nous avons travaillé dans une composition renouvelée et élargie, et la Russie, en tant que présidente de l'association, a fait tout son possible pour que les nouveaux membres de l'organisation s'intègrent rapidement et harmonieusement dans notre famille. Et cela, à mon avis, nous l'avons réussi. Les nouveaux participants ont vu et compris qu'il est possible de travailler et d'obtenir des résultats au sein des BRICS. Ils ont ressenti que notre association repose sur l'essentiel, le respect mutuel et la prise en compte obligatoire des intérêts de chacun. Je peux constater avec satisfaction qu'ils participent tous très activement au forum de travail, proposent des idées et des initiatives utiles et prometteuses. En ce qui concerne directement le sommet de Kazan, vous le savez déjà, des délégations de 35 États et 6 organisations internationales y ont participé. Une telle représentation large témoigne clairement de l'autorité et du rôle des BRICS et de l'intérêt croissant pour la coopération avec nous de la part des États menant une politique véritablement indépendante et souveraine. Chacun de ces États a son propre chemin de développement, ses propres modèles de croissance économique, une histoire et une culture riche. C'est précisément dans cette diversité civilisationnelle, cette combinaison unique de traditions nationales, que réside sans aucun doute la force et le potentiel énorme pour la coopération, non seulement au sein des BRICS, mais aussi dans ce grand cercle de pays partageant les mêmes idées, qui partagent les objectifs et les principes de l'association. Le programme du sommet était très chargé. Des réunions des pays membres des BRICS ont été tenues en format restreint et élargi, axées sur les questions actuelles de l'activité de l'association et les perspectives d'élargissement du partenariat dans 3 directions principales. Dans le domaine de la politique et de la sécurité, dans le commerce et les investissements, et sur le plan culturel et humanitaire. Traditionnellement, une réunion au format Outreach BRICS Plus a également été tenue. Ce format a fait ses preuves et offre déjà la possibilité d'un dialogue direct et ouvert entre les membres de l'association et nos amis et partenaires parmi les États du Sud et de l'Est global. Cette année, la présidence russe a invité à cette rencontre les dirigeants des pays de la CEI, ainsi que des délégations de nombreux États d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine, ainsi que les chefs des organes exécutifs de plusieurs organisations internationales. Nous avons échangé des points de vue sur les problèmes internationaux clés en mettant l'accent sur la situation tendue au Moyen-Orient. Nous avons également examiné les perspectives de coopération entre les membres des BRICS et les pays du Sud et de l'Est global, dans l'intérêt d'un développement durable inclusif. L'essentiel est que toutes les réunions et événements, sans exception, que je viens de mentionner, se sont déroulés dans le style traditionnel des BRICS, à la fois professionnel et ouvert, dans une atmosphère de compréhension mutuelle. Cette approche constructive du travail commun nous a permis de discuter en détail d'un large éventail de questions pendant 3 jours. Le sommet a approuvé la déclaration de Kazan des BRICS, qui a résumé les discussions qui ont eu lieu. À notre avis, il s'agit d'un document complet et conceptuel, avec un agenda positif tourné vers l'avenir. Il est important qu'il confirme l'engagement de tous nos États
à construire un ordre mondial plus démocratique, inclusif et multipolaire, fondé sur le droit international et la Charte des Nations Unies. La détermination commune à contrer la pratique de l'application de sanctions illégitimes et les tentatives de saper les valeurs morales traditionnelles a été fixée. Les États des BRICS sont déterminés à approfondir le partenariat dans le domaine financier. Nous continuerons à renforcer la communication interbancaire et à créer des mécanismes de règlement indépendants des risques externes dans les monnaies nationales. Je souligne également qu'au cours du sommet, nous avons discuté en détail avec nos collègues des efforts conjoints possibles pour stimuler davantage les investissements en vue d'une croissance économique continue dans les États des BRICS et les pays du Sud et de l'Est global. Nous le ferons notamment avec l'aide de la nouvelle Banque de développement et de sa présidente, Mme Dilma Rousseff. Nous avons proposé de prolonger la présidence de cette banque au Brésil et à sa présidente, ainsi qu'à la présidente de la banque, Mme Rousseff, sachant que cette année, le Brésil préside le G20 et l'année prochaine, il prendra le relais chez nous et dirigera les BRICS. Je ne vais pas le cacher, étant donné que nous savons quelle situation se développe autour de la Russie. Et nous ne voulons pas transférer tous les problèmes qui y sont liés aux institutions dont nous sommes nous-mêmes intéressés par le développement. Nous allons gérer nos problèmes et nous y parviendrons nous-mêmes. De bonnes perspectives existent pour renforcer la coopération sectorielle, réaliser de nouveaux projets dans l'industrie, l'énergie, la logistique, les hautes technologies et de nombreux autres domaines clés. Et bien sûr, pour intensifier les interactions entre nos pays dans la culture, la science, le sport, ainsi que dans les sociétés de jeunesse et civiles. À Kazan, nous avons confirmé que les BRICS ne sont pas un format fermé sur lui-même. Il est ouvert à tous ceux qui partagent les valeurs des BRICS, et ses membres sont prêts à travailler à la recherche de solutions communes, sans dictat extérieur ou tentative d'imposer à quiconque des approches étroites. Les BRICS ne peuvent pas ne pas répondre à la demande croissante dans le monde pour une telle coopération. En conséquence, une attention particulière a été accordée à la problématique de l'éventuelle expansion des BRICS par la création d'une nouvelle catégorie, les États partenaires. Ces jours-ci, les dirigeants des délégations ont beaucoup échangé, y compris dans un cadre informel. De nombreuses rencontres bilatérales, contacts et discussions ont eu lieu. Nous avons également essayé de rencontrer notre délégation, les dirigeants de la plupart des pays participants. Mesdames et messieurs, le sommet est terminé. Je voudrais encore une fois remercier tous les collègues venus à Kazan pour leur contribution à notre travail commun. Et je tiens à souligner que selon moi, elle a été très significative. Tout au long de la présidence, nous ressentons un soutien énergique de la part des partenaires. C'est important, d'autant plus qu'avec la fin du sommet, cela ne se termine pas. D'ici la fin de l'année, plusieurs événements conjoints importants sont prévus. Comme je l'ai déjà dit, l'année prochaine, nous passerons le relais de la présidence au Brésil. Naturellement, nous apporterons toute l'aide et le soutien nécessaire à nos amis brésiliens. Nous continuerons une coordination étroite avec tous les partenaires des BRICS dans l'intérêt de renforcer davantage la coopération au sein de cette organisation. Profitant de l'occasion, je voudrais sincèrement remercier les autorités du Tatarstan et la mairie de Kazan pour leur hospitalité et leur volonté de créer des conditions confortables pour notre travail commun. Je tiens à m'excuser auprès des habitants de Kazan pour ce qu'ils ont dû endurer. Poutine. Merci. Столкнуться с некоторыми неудобствами, передвижение кортежей, закрытие там, я понимаю, некоторых магистралей. Но хочу заверить вас в том, что эти испытания были не напрасными. Хочу поблагодарить за создание таких благоприятных условий для нашей работы. Спасибо большое. Заранее хочу извиниться. Merci beaucoup. Je tiens à m'excuser à l'avance. Nous ne pouvons pas discuter longtemps avec vous en répondant à vos questions,
car j'ai encore plusieurs réunions bilatérales, je crois 7 ou quelque chose comme ça, donc je ne peux pas faire attendre mes collègues. Néanmoins, si vous avez des questions, je vous en prie. Posons les questions rapidement. Commençons par la première chaîne de télévision russe. Allons-y. Давайте первый канал российского телевидения. Начинаем. Anton Vernitsky, première chaîne. Plus de détails sur l'interaction financière des pays BRICS. Une plateforme d'investissement commune et la création d'un système de paiement alternatif ont-ils été discutés? A-t-on parlé d'une alternative à SWIFT? Merci. En ce qui concerne SWIFT et d'éventuelles alternatives, nous n'avons créé et ne créons aucune alternative pour qui que ce soit. Néanmoins, la question est très importante aujourd'hui. L'un des problèmes clés est celui des règlements. C'est pourquoi nous nous orientons vers l'utilisation des monnaies nationales, ce qui est bien connu. En ce qui concerne les systèmes de règlement, nous utilisons déjà le système russe d'échange d'informations financières, créé par la Banque centrale de Russie. Les autres pays membres des BRICS ont également leur propre système, que nous utilisons déjà et continuerons d'utiliser. Nous développerons cette coopération. Mais nous n'inventons pas encore de système commun distinct. Ce qui existe est en principe suffisant. Il suffit de prendre les décisions appropriées en temps opportun au niveau administratif. Nous en avons également discuté avec nos collègues et nous continuerons dans cette voie. Continuons. Passons à ce secteur. Deuxième rangée, s'il vous plaît. Présentez-vous. Вот этот вот сектор, второй ряд, пожалуйста. Вот. Да. Представляете. Здравствуйте, РИА Новости, Илья Ежов. Владимир Владимирович, форум... Bonjour, RIA Novosti, Ilya Ejov. Vladimir Vladimirovitch, le forum de Kazan a été le premier sommet pour les BRICS, non pas en tant que groupe de 5 pays, mais en tant qu'union avec une géographie plus large. Et pourtant, les discussions sur une éventuelle expansion se poursuivent. De plus, vos collègues, y compris aujourd'hui, ont déclaré à plusieurs reprises qu'ils étaient prêts à travailler plus étroitement avec les BRICS. Le format du pays partenaire des BRICS a également été étudié. À cet égard, pourriez-vous, s'il vous plaît, partager comment le travail progresse dans cette direction et quel signal principal le sommet de Kazan a donné pour l'expansion future des BRICS? Merci. Саммит по дальнейшему расширению БРИКС. Спасибо. Действительно, я уже сказал, интерес к работе. En effet, comme je l'ai déjà dit, de nombreux pays manifestent de l'intérêt pour travailler au sein de cette organisation. 35 pays ont participé aux événements à Kazan, et nous avons convenu avec nos partenaires qu'à la première étape, en vue d'une éventuelle expansion, nous procéderons à l'élaboration d'une liste de pays partenaires. Cette liste a été approuvée. Certains pays qui ont participé à ces événements, ceux d'aujourd'hui et d'hier, nous ont transmis leurs propositions et demandes pour une participation à part entière au sein de l'organisation BRICS. La situation évoluera comme suit. Nous enverrons une invitation et une proposition aux futurs pays partenaires pour participer à notre travail à ce titre. Et après avoir reçu une réponse positive, nous annoncerons qui figure sur cette liste. Il serait simplement incorrect de le faire maintenant, avant d'avoir reçu une réaction en retour. Bien que tous ces pays aient pratiquement fait des demandes à un moment donné. Merci. Continuons. Le suivant là-bas, un peu plus loin dans le secteur. Je vois aussi la deuxième rangée. Izvestia, je crois, n'est-ce pas? Allons-y. Второй ряд тоже. Известия, по-моему, да? Давайте. Добрый вечер. Виктор Синек, Минсоцвестия. Bonsoir Victor Sinek, Izvestia. On sait que lors de vos nombreuses rencontres bilatérales, le sujet du conflit en Ukraine a été abordé. Dites-nous dans quel sens avez-vous discuté de ce qui se passe dans la zone de l'opération militaire spéciale? Selon vous, comment les partenaires avec lesquels vous avez parlé sont-ils disposés par rapport à ce conflit? Et avez-vous évoqué le soutien à notre pays? Говорили ли о поддержке нашей страны? Все настроены на то, чтобы конфликт закончился как можно быстрее. Tout le monde est déterminé à ce que le conflit se termine le plus rapidement possible, et de préférence par des moyens pacifiques. Vous savez que la République populaire de Chine et le Brésil
ont pris une initiative lors de l'Assemblée générale à New York. De nombreux pays membres des BRICS soutiennent ces initiatives. Et nous, à notre tour, sommes reconnaissants envers nos partenaires pour leur attention à ce conflit et leur recherche de solutions. Continuons. Je vois que nous avons ici nos invités des États-Unis. NBC, s'il vous plaît. C'est dans le même secteur, loin de nous. Passez le micro, s'il vous plaît. Merci. Микрофон дайте, пожалуйста. Спасибо. Господин президент Кир Симмонс, NBC News. Monsieur le Président, Keir Simmons, NBC News. Monsieur le Président, des images satellites indiquent que des troupes nord-coréennes se trouvent en Russie. Que font-elles ici? Et cela ne constitue-t-il pas une escalade sérieuse? Monsieur le Président, il ne reste que quelques semaines avant les élections aux États-Unis. La Russie est à nouveau accusée d'ingérence. On parle de conversations privées que vous auriez eues avec l'ancien président Trump. Avez-vous eu des conversations avec lui et de quoi avez-vous parlé? Были ли у вас разговоры с ним и о чем вы говорили? Давайте начну с первой части вашего. Je vais commencer par la première partie de votre question. Les photos, c'est quelque chose de sérieux. S'il y a des photos, cela signifie qu'elles reflètent quelque chose. Je veux attirer votre attention sur le fait que ce ne sont pas les actions de la Russie qui ont conduit à l'escalade en Ukraine, mais le coup d'État de 2014, soutenu avant tout par les États-Unis. Il a même été annoncé publiquement combien d'argent l'administration américaine de l'époque avait dépensé pour préparer et organiser ce coup d'État. N'est-ce pas un chemin vers l'escalade? Et ensuite, on nous a trompés pendant 8 ans en disant que tout le monde voulait résoudre le conflit en Ukraine par des moyens pacifiques, grâce aux accords de Minsk. Plus tard, et vous l'avez sûrement entendu aussi, plusieurs dirigeants des États européens ont dit clairement qu'ils nous avaient trompés, car ils ont utilisé ce temps pour armer l'armée ukrainienne. N'est-ce pas le cas? C'est le cas. Ensuite, les étapes suivantes de l'escalade ont consisté en ce que les pays occidentaux ont commencé à armer activement le régime de Kiev. Jusqu'où cela est-il allé? Jusqu'à la participation directe des militaires des armées des pays de l'OTAN dans ce conflit. Parce que nous savons ce qui se fait et comment cela se fait lors du lancement d'appareils maritimes sans pilote en mer Noire. Nous savons qui est présent de quels pays européens de l'OTAN et comment ils effectuent ce travail. Il en va de même pour les instructeurs. Des militaires, pas des mercenaires, mais des militaires. La même chose s'applique à l'utilisation d'armes modernes de haute précision, y compris des missiles tels que Attack-MS, Storm Shadow, etc. Les militaires ukrainiens ne peuvent pas le faire sans reconnaissance spatiale, désignation de cibles et logiciels de production occidentale, et seulement avec la participation directe d'officiers des pays de l'OTAN. En ce qui concerne nos relations avec la République populaire démocratique de Corée, comme vous le savez, aujourd'hui, je crois, notre traité de partenariat stratégique vient d'être ratifié. Il y a l'article 4. Nous n'avons jamais douté que la direction nord-coréenne prenne nos accords au sérieux. Mais ce que nous ferons et comment nous le ferons, cela nous regarde. Что и как мы будем делать, это уже наше дело в рамках этой статьи. Сначала нужно провести соответствующие. Dans le cadre de cet article, il est d'abord nécessaire de mener des négociations appropriées concernant la mise en œuvre de cet article, l'article 4 de ce traité. Mais nous sommes en contact avec nos amis nord-coréens et nous verrons comment ce processus évoluera. En tout cas, l'armée russe agit avec assurance dans toutes les directions. Cela est également bien connu, personne ne le nie. Elle progresse sur tous les segments de la ligne de contact militaire et travaille activement dans la direction de Koursk. Une partie des unités de l'armée ukrainienne qui a envahi la région de Koursk est bloquée, encerclée. Cela représente environ 2000 personnes. Des tentatives sont faites pour débloquer ce groupe de l'extérieur, pour percer de l'intérieur, mais jusqu'à présent, sans succès.
l'armée russe a commencé à éliminer ce groupe. Приступила к ликвидации этой группировки. Что касается контактов с господином Трампом. En ce qui concerne les contacts avec M. Trump, c'est un sujet qui est constamment discuté depuis plusieurs années. À un moment donné, on nous a accusés, ainsi que Trump lui-même, d'avoir des liens avec la Russie. Ensuite, à la suite d'une enquête aux États-Unis, tout le monde est arrivé à la conclusion, y compris au Congrès, je crois, que c'était complètement absurde, que rien de tel n'avait jamais existé. Cela n'existait pas avant, et ce n'est pas le cas maintenant. Quant à la manière dont les relations russo-américaines se développeront après les élections, cela dépend avant tout des États-Unis. Si les États-Unis sont ouverts à la construction de relations normales avec la Russie, alors nous ferons de même. S'ils ne le veulent pas, tant pis. Mais c'est un choix qui appartient à la future administration. Но это выбор за будущей администрацией. Павел Impossible de ne pas donner. не дать. Bonsoir. Pavel Zarubin, chaîne de télévision Russie. Puis-je poursuivre sur le sujet des conversations avec Trump? L'ancien président des États-Unis, actuellement candidat à la présidence des États-Unis, a déclaré que lors d'une de vos conversations téléphoniques, il vous aurait menacé de frapper le centre de Moscou. Est-ce vrai? Et en général, peut-on vous menacer? Les menaces ont-elles un effet sur vous? Et que pensez-vous du fait que, dans la grande politique, même les conversations des dirigeants se retrouvent de plus en plus souvent dans l'espace public, si cette histoire est vraie? Et une autre question, si je peux, sur le sommet des BRICS. Vous sentez-vous isolé en ce moment? Et ne vous ennuyez-vous pas peut-être de ne pas pouvoir échanger avec vos collègues occidentaux? Merci beaucoup. Первая часть. Можно ли угрожать? Ну, угрожать можно кому угодно. La première partie, peut-on menacer? On peut menacer n'importe qui. Menacer la Russie est inutile, car cela ne fait que nous stimuler. Mais je ne me souviens pas d'une telle conversation avec M. Trump. En ce moment, la phase de la campagne électorale aux États-Unis est très intense, et je propose de ne pas prendre au sérieux des déclarations de ce genre. Mais ce dont M. Trump a parlé tout récemment, et ce que j'ai entendu, il a parlé de son désir de faire tout pour que... Oui quoi? Ah, isolé. Для того, чтобы закончить конфликт на Украине, мне кажется, что он говорит это искренне, и заявления подобного рода, от кого бы они ни исходили, мы, конечно, приветствуем. Да, что-что? Изолированным. Вы знаете, мы получаем разные сигналы. Vous savez, nous recevons différents signaux de nos partenaires occidentaux concernant d'éventuels contacts. Nous ne nous sommes pas fermés à ces contacts. Et quand nous entendons dire que nous refusons, que je refuse certaines discussions, certains contacts, y compris avec des dirigeants européens, je veux vous dire que c'est un mensonge. Nous n'avons pas refusé. Et nous n'avons jamais refusé. Et nous ne refusons pas maintenant. Si quelqu'un veut renouer des relations avec nous, s'il vous plaît, nous en parlons tout le temps. Mais nous ne nous imposons pas. Comme vous le voyez, nous vivons normalement, nous travaillons, nous nous développons, notre économie croît. L'année dernière, nous avons eu 3,4-3,6%. Cette année, ce sera environ 2,9-3%. L'économie de la zone euro est à la limite de la récession. 3,6%. В этом году будет около 4, 3,9, может быть, будет. Экономика еврозоны, она балансирует на грани рецессии. В Штатах есть, правда, рост. Aux États-Unis, il y a effectivement une croissance. Elle sera de 3 et quelques, je pense, quelque part entre 3,1 et 3,2%, probablement. Ce n'est pas mal en réalité. Mais là aussi, il y a suffisamment de problèmes. Et 3 de ces... Un déficit dans 3 domaines essentiels. Un déficit du commerce extérieur, un déficit de la balance des paiements et une énorme dette, je crois, de 34 trillions. Nous avons aussi des problèmes, mais il vaut mieux ne pas se disputer entre nous, ne pas entrer en conflit, mais penser à comment résoudre ces questions ensemble.
C'est précisément ce que nous faisons dans le cadre des BRICS. Prenons encore quelques questions. Nous allons bientôt conclure. Ici, dans ce secteur, nos invités d'Afrique, je vois donner s'il vous plaît le micro. Au milieu de ce secteur, deuxième rangée. Середина этого сектора, второй ряд. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas si je peux m'expliquer en français. On peut traduire en anglais. Merci beaucoup. D'accord, continuez. Je m'appelle Siken Germain. Перевод. Есть. Окей, go ahead. Ok. Alors, je suis Siken Doumbé, journaliste Меня de зовут Média Сикан Pan-Africain Дюрмель, depuis le Cameroun, журналист Forum Média Africa. из Камеруна. Господин президент, Journaliste du Cameroun. Monsieur le Président, notre équipe vient de revenir du Donbass et nous préparons actuellement un film documentaire pour montrer la réalité dans le Donbass, pour expliquer ce que cela signifie pour l'Afrique. Nous savons, Monsieur le Président, que de nombreux pays africains sont actuellement victimes de terrorisme et d'autres actions visant à déstabiliser les États africains. Et nous voyons en même temps que la Russie aide à мы в то же время видим, что Россия помогает в ЦАР, в других. la RCA et dans d'autres pays du Sahel. Et d'autres pays y étaient déjà présents. И только после прихода России удалось. Et ce n'est qu'après l'arrivée de la Russie qu'il a été possible de stabiliser la situation dans bon nombre de ces pays. C'est pourquoi ma question est la suivante. N'est-il pas temps pour la Russie? Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est le sens de notre travail avec les partenaires nationaux des BRICS. В военной области, но развивать также и отношения в других областях с африканскими государствами. Спасибо. Да, я полностью с вами согласен. В этом заключается смысл нашей работы со странами-партнерами БРИКС. Мы считаем, что и создание инвестплатформ... Nous pensons que la création d'une plateforme d'investissement dans le cadre des BRICS est le sens de notre travail. Nous estimons que dans un avenir proche, je viens de parler avec des collègues à la fin du sommet d'aujourd'hui. Selon nos experts, les économies de pays comme la Russie, la Chine, l'Arabie saoudite et quelques autres se développeront à un bon rythme progressif. Le développement sera positif, mais il y a des régions du monde où, selon nous, le développement se fera à un rythme très élevé. Ce sont avant tout les pays d'Asie du Sud et d'Afrique. Et c'est précisément pour cela que nous travaillons actuellement dans le cadre des BRICS. И вот именно для этого мы сейчас в рамках БРИКС поставили вопрос о создании новой инвестиционной... La question de la création d'une nouvelle plateforme d'investissement utilisant des outils électroniques modernes a été posée afin de créer un système qui pourrait être, et cela, aussi étrange que cela puisse paraître, peut être réalisé sans inflation et créer des conditions pour des investissements précisément dans les marchés qui se développent efficacement et rapidement dans ces régions du monde, y compris et surtout en Afrique. Pourquoi pensons-nous ainsi? Je suppose que beaucoup seront d'accord avec moi. Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, ces pays connaissent une croissance démographique importante et rapide. En Afrique, j'ai parlé hier avec le Premier ministre de l'Inde. Il y a là-bas, chaque année, 10 millions de personnes en plus. Plus 10 millions chaque année, avec l'augmentation de la population de l'Inde. Плюс 10 миллионов каждый год это увеличение населения Индии, да? И в Африке быстрыми темпами растет. Второе. En Afrique, la population croît rapidement. Deuxièmement, dans ces régions du monde, le niveau d'urbanisation est encore faible, mais il augmentera certainement. Les gens chercheront à rattraper d'autres régions du monde en termes de niveau de vie, y compris l'Europe. Tout cela, ainsi qu'un certain nombre d'autres facteurs, indiquent que les taux de croissance et l'accumulation de capital se produiront. Cela se produit déjà. Tout cela indique qu'il faut prêter une attention particulière à ces régions du monde. Nous nous mettons d'accord avec nos collègues et essayons actuellement de créer un groupe de travail basé sur la nouvelle banque de développement des BRICS. Создать рабочую группу на базе нового банка развития БРИКС с тем, чтобы создать механизмы afin de créer des mécanismes d'investissement efficaces et fiables dans ces pays.
Et je pense que tout le monde en bénéficiera. Ceux qui investissent et ceux qui reçoivent ces investissements. Parce que de nouvelles productions seront créées, qui donneront un retour et un rendement sur les investissements reçus. Pour cela, il est nécessaire de créer des outils qui ne seraient pas soumis à des risques externes et avant tout, à des considérations politiques. Je pense que c'est tout à fait faisable. C'est la voie que nous suivrons. Merci à vous. C'est une question très importante. Passons à la dernière question pour aujourd'hui. Je voudrais donner la parole à la BBC. Un invité rare de nos jours, Steve Rosenberg. BBC, c'est avec ce genre de chapeau, n'est-ce pas? Allez-y, s'il vous plaît. J'ai lu la déclaration finale des BRICS et elle parle de la nécessité de stabilité et de sécurité globale et régionale, ainsi que d'un monde juste. Et en fait, le slogan de la présidence russe des BRICS inclut ces concepts, je pense, oui, de justice et de sécurité. Mais comment tout cela se rapporte-t-il à vos actions au cours des 2 dernières années et demie? Oui, avec l'invasion des troupes russes en Ukraine, oui, où est la justice, la stabilité et la sécurité? Y compris la sécurité de la Russie. Car, avant le début de l'opération militaire spéciale, il n'y avait ni attaque de drones sur le territoire russe, ni bombardement de villes russes, ni troupes étrangères occupant le territoire russe. Cela n'existait pas. Et enfin, comment cela se rapporte-t-il à la déclaration récente du renseignement britannique, selon laquelle la Russie s'est fixée pour objectif de semer le chaos dans les rues de la Grande-Bretagne et de l'Europe par des incendies criminels et des sabotages, etc. Où est la stabilité? Merci. Je vais commencer par la sécurité de la Russie, car c'est ce qui est le plus important pour moi. Vous avez mentionné les frappes de drones, etc. Oui, cela n'a pas eu lieu. Mais la situation était bien pire. La situation était que, malgré nos propositions constantes et insistantes d'établir des contacts et des relations avec les pays du monde occidental, on nous indiquait toujours notre place. Je peux vous le dire avec certitude. C'était toujours fait de manière apparemment douce, mais en principe, on nous montrait toujours notre place. Et cette place aurait finalement conduit la Russie à être reléguée au rang de pays secondaire, remplissant uniquement la fonction de fournisseur de matières premières, avec une perte considérable de souveraineté nationale. Et la Russie, dans ce rôle, ne peut non seulement pas se développer, mais elle ne peut même pas exister. Россия в таком качестве не только развиваться, она существовать не может. Россия не может существовать, если она теряет свой суверенитет. La Russie ne peut pas exister si elle perd sa souveraineté. C'est là l'essentiel. Et la sortie de la Russie de cet état, le renforcement de sa souveraineté et de son indépendance dans l'économie, les finances, les affaires militaires, signifie l'augmentation de notre sécurité et la création de conditions pour son développement assuré à l'avenir, en tant qu'État indépendant, complet et autosuffisant, avec les partenaires que nous avons dans les BRICS, qui respectent l'indépendance de la Russie, respectent nos traditions et envers lesquels nous avons la même attitude. Maintenant, concernant la justice dans le domaine du développement et de la sécurité. Oui? C'est ça? Oui. Voilà. Regardez. À ce sujet, j'ai certaines considérations. Je vais essayer de vous répondre. Voici en quoi consistent mes réflexions. Вот в чем заключаются мои соображения. Что такое справедливость в области развития? Qu'est-ce que la justice dans le domaine du développement? Regardez les événements très récents pendant la pandémie de coronavirus. Que s'est-il passé à ce moment-là? Je veux attirer votre attention sur cela, ainsi que celle de tous les autres représentants des médias. À ce moment-là, aux États-Unis, ils ont émis environ 6 trillions de dollars. Et dans la zone euro, ils ont émis environ 3 trillions de dollars, un peu plus de 3. Et tous ces fonds ont été injectés sur le marché mondial, achetant tout, principalement des denrées alimentaires, mais pas seulement, et des médicaments, et des vaccins, qui sont maintenant détruits à grande échelle parce que leur date de péremption est déjà dépassée. Voilà, ils ont tout jeté, et l'inflation alimentaire a commencé. Вот выбросили это все, и пошла продовольственная инфляция.
Пошла инфляция в целом по миру. L'inflation a augmenté dans le monde entier. Que font les principales économies mondiales? Elles ont abusé de leur position exclusive dans les finances mondiales. Elles ont imprimé des dollars et des euros et ont aspiré, comme un aspirateur sur le marché, les biens les plus nécessaires. Elles consomment plus, vous consommez plus que vous ne produisez et ne gagnez. Est-ce juste? Nous pensons que non, et nous voulons changer cette situation. C'est ce que nous faisons au sein des BRICS. Maintenant, du point de vue de la sécurité en général. En ce qui concerne la sécurité de la Russie, je l'ai déjà dit. Je comprends de quoi vous parlez. Mais est-il juste, du point de vue de la sécurité, d'ignorer pendant des années nos appels constants aux partenaires de ne pas élargir l'OTAN vers l'Est? Est-il juste de nous mentir en face, en promettant qu'il n'y aura pas une telle expansion, et de violer les engagements pris? Est-il juste de s'introduire dans notre ventre mou, disons, en Ukraine, et de commencer à y construire, non pas à se préparer, mais à construire déjà des bases militaires? Est-ce juste? Est-il juste de mener un coup d'État, dont j'ai parlé en répondant aux questions de votre collègue, en méprisant le droit international et tous les principes du droit international et de la Charte des Nations Unies, en finançant un coup d'État dans un autre pays, en l'occurrence en Ukraine? Et pousser la situation vers son développement dans la direction d'une phase chaude. Est-ce juste du point de vue de la sécurité mondiale? Est-il juste de violer les engagements pris dans le cadre de l'OSCE lorsque tous les pays occidentaux ont signé un document stipulant qu'il ne peut y avoir de sécurité pour un pays au détriment de la sécurité d'un autre? Nous avons dit de ne pas le faire. Cela compromet notre sécurité. L'élargissement de l'OTAN. Non, ils l'ont fait quand même. Est-ce juste? Il n'y a aucune justice ici. Et nous voulons changer cette situation. Et nous y parviendrons. La dernière fois, désolé. Concernant l'affirmation d'un service de renseignement britannique, la Russie, écoutez-moi. Послушайте меня. Это, спасибо вам за то, что вы напомнили мне про эту часть. Но это, Merci de m'avoir rappelé cette partie. Mais c'est complètement absurde. Vous comprenez, ce qui se passe dans les rues de certaines villes européennes est le résultat de la politique intérieure de ces États. Eh bien, nous le savons, je l'ai déjà dit, l'économie européenne est au bord de la récession. Et les principales économies de la zone euro sont en fait en récession. Donc, s'il y a une petite croissance de 0,5% grâce au Sud, où il n'y a pas de production sérieuse, c'est grâce à l'immobilier, au secteur touristique, etc. Mais est-ce notre faute? En quoi sommes-nous responsables? Les pays occidentaux, européens, ont renoncé à nos ressources énergétiques. Mais nous ne renonçons pas. D'ailleurs, il existe encore un pipeline au fond de la mer Baltique, Nord Stream 2. Qu'est-ce que cela coûte aux autorités allemandes? Il suffit d'appuyer sur un bouton et tout fonctionne. Mais elles ne le font pas pour des raisons politiques. Et leur principal partenaire, je ne sais pour quelle raison, a créé des conditions où des secteurs entiers de l'économie allemande déménagent aux États-Unis. Parce que là-bas, les autorités créent des conditions plus favorables pour les entreprises. Et la source d'énergie primaire est, je crois, 3 fois moins chère qu'en Europe, voire 4 fois. Les conditions sont différentes, la fiscalité, des actions ciblées. Mais en quoi sommes-nous concernés? Cela provoque une réaction correspondante, car le niveau de vie des gens baisse. C'est évident, ce sont les données statistiques des pays européens eux-mêmes. Mais quel rapport avons-nous avec cela? Vraiment, vous savez, c'est comme on dit chez nous, une tentative de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre et d'échapper à la responsabilité des mauvaises décisions dans le domaine économique et dans la politique intérieure. Dans le domaine économique, regardez. Mais maintenant, il me semble que c'est une évidence pour les experts objectifs. Pourtant, beaucoup en Europe et dans d'autres pays, ainsi qu'aux États-Unis, ont abusé et continuent d'abuser
de l'agenda écologique et du réchauffement climatique. Mais ils vont de l'avant sans avoir suffisamment de base du point de vue du développement technologique, fermant tout ce qui est lié à l'énergie nucléaire. Ils ferment tout ce qui est lié à la production d'énergie à base de charbon. Avant, c'était le cas, n'est-ce pas? Ils ferment tout ce qui est lié aux hydrocarbures en général. Mais quelqu'un a-t-il calculé? Quelqu'un a-t-il calculé, voilà l'Afrique, pourra-t-elle se passer de ces types d'hydrocarbures ou non? Non, on impose aux pays africains et à certains autres pays des marchés émergents. On impose des outils et des technologies modernes, oui, peut-être efficaces du point de vue de la préservation de l'écologie. Mais ils ne peuvent pas les acquérir, ils n'ont pas d'argent. Eh bien, donnez-leur de l'argent alors, et personne ne donne d'argent. Mais on implante des outils, je pense que ce sont des outils de néocolonialisme, qui abaissent ces pays et les obligent à dépendre à nouveau des technologies et des crédits occidentaux. Les crédits sont accordés à des conditions horribles. Il est impossible de rembourser les crédits. C'est un autre outil de néocolonialisme. C'est pourquoi il faut d'abord regarder les résultats des politiques des pays occidentaux dans le domaine de l'économie, des finances et de la politique intérieure. Et les gens, bien sûr, craignent une aggravation de la situation internationale liée à l'escalade dans diverses zones de conflit, au Moyen-Orient et en Ukraine. Mais ce n'est pas nous qui nous occupons de cette escalade. Ceux qui jouent toujours sur l'aggravation sont ceux qui se trouvent de l'autre côté. Nous sommes prêts à cette aggravation. Réfléchissez, les pays qui s'en occupent sont-ils prêts? Il nous reste encore littéralement quelques minutes. Si vous permettez, pour finir, aux médias russes et aux médias russes du Tatarstan. Faisons comme ça, par secteur. 1, 2, 3, 4 et 5, d'accord? Commençons par le secteur de gauche. Donnons la parole aux dames. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oups. Arish Muhammad, correspondant du bureau de Moscou de Sky News Arabia, Émirats Arabes Unis. Vladimir Vladimirovitch, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, il y a plusieurs rapports indiquant que Moscou pourrait soutenir l'Iran en cas d'attaque d'Israël. Quelle est votre position sur ces rapports? Reflètent-ils la réalité des choses? La Russie envisage-t-elle d'apporter son aide dans cette escalade dans la région? Merci. Je pense que tout d'abord, nous sommes très préoccupés par ce qui se passe dans la région. Et quoi qu'on en dise, la Russie n'a aucun intérêt à ce que le conflit s'aggrave. Stratégiquement, nous n'en tirerons aucun avantage, nous ne verrons que des problèmes supplémentaires. En ce qui concerne l'aide à l'Iran, je pense que nous sommes tout d'abord en contact avec la direction de l'Iran, bien sûr, en contact étroit, et nous voyons notre rôle dans la création de conditions pour résoudre la situation, principalement par la recherche de compromis mutuels. Il me semble que c'est possible. Personne dans la région, et mes discussions en marge du sommet des BRICS le montrent, personne dans la région ne veut l'expansion du conflit ou une grande guerre. Personne. Allons-y, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. C'est le Kirghizistan, si je comprends bien. Merci. Cher Vladimir Vladimirovitch, je suis Tursunbek Akun, venu du Kirghizistan, président du mouvement des droits de l'homme du Kirghizistan, partenaire coordinateur du Congrès pour le développement juridique des pays d'Asie centrale. Je représente non seulement le Kirghizistan, mais aussi le public des pays d'Asie centrale. Tout d'abord, je voudrais vous féliciter pour la tenue du sommet des BRICS à un haut niveau. Merci. Je ne vous envie pas, comme les autres habitants de la planète, d'être président de la Fédération de Russie. C'est le fardeau le plus lourd, mais aussi lourd soit-il, vous le portez avec honneur. L'Occident a tenté pendant environ 3 ans d'isoler la Russie du reste du monde. Mais aujourd'hui, cet objectif s'est soldé par un échec total.
La confirmation en est les résultats du sommet des BRICS, où environ 35 pays du monde ont soutenu votre position politique et étatique. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et des représentants d'autres organisations internationales sont venus à ce sommet. Aujourd'hui, sur le sol russe, dans la ville de Kazan, des événements historiques ont eu lieu, où le monde multipolaire a déjà pris le dessus. Le monde unipolaire dirigé par les États-Unis perd progressivement son importance et cède ses positions. Lors de la réunion des dirigeants du format BRICS, des questions complexes concernant le Moyen-Orient ont été discutées. Malgré les résolutions de l'ONU, Israël ne se conforme en aucune manière, ignorant ouvertement les décisions de l'ONU. Ils ont même déclaré le secrétaire général de l'ONU persona non grata. Ensuite, l'Iran a porté un coup massif à Israël. Et maintenant, Israël annonce qu'il répondra aux actions de l'Iran. Selon des données ouvertes, il se prépare à bombarder les installations pétrolières et nucléaires de l'Iran. J'ai des questions et des propositions. Les États-Unis ont déployé des forces dans le Golfe Persique pour aider Israël. Par conséquent, les États membres des BRICS sous la présidence de la Russie devraient-ils empêcher la domination unilatérale des États-Unis et d'Israël et donner une réponse appropriée à leurs actions s'ils commencent une guerre contre d'autres États? Non seulement les navires de guerre américains doivent se trouver dans le Golfe Persique, mais en même temps, des navires russes et d'autres navires des États membres des BRICS doivent être présents pour aider l'Iran, la Palestine et le Liban. Ce n'est qu'ainsi que l'avancée des États-Unis et d'Israël sera arrêtée. Et la deuxième question, cher Vladimir Vladimirovitch. Les États-Unis d'Amérique et l'Occident vous accusent unilatéralement de refuser les négociations en tant que président de la Russie. Avant le sommet suisse de Zelensky, vous avez annoncé vos exigences, vos conditions, mais ils n'ont pas accepté. Vos exigences sont-elles restées les mêmes? Vous ne refusez pas les négociations, n'est-ce pas? C'est la deuxième question. Et la troisième question, parler de l'activité. Vous savez, montrons du respect envers les autres. Merci beaucoup. Oui, un collègue vient de poser une question concernant nos relations avec l'Iran, notre disposition à apporter de l'aide, etc. Tout d'abord, en ce qui concerne la situation au Moyen-Orient. J'ai parlé aujourd'hui, et je veux le répéter ici. Je pense qu'il n'y a personne sur Terre dont le cœur ne saigne pas en regardant ce qui se passe à Gaza. Plus de 40 000 personnes ont péri, principalement des femmes et des enfants. Par conséquent, notre évaluation est bien connue ici. Et nous parlons également de la manière de sortir de cette situation. Cela ne peut se faire qu'en éliminant les causes. Et la principale cause est l'absence d'un État palestinien à part entière. Il est nécessaire de mettre en œuvre toutes les résolutions du Conseil de sécurité à cet égard. Mais nous devons travailler avec tous les participants au processus et en aucun cas permettre l'aggravation ou l'intensification du conflit. Il est également nécessaire de travailler avec Israël, qui, il faut le reconnaître, a été confronté à un acte terroriste en octobre de l'année dernière. Par conséquent, il faut analyser la situation de manière très calme et attentive. Ne jamais encourager des réponses disproportionnées à ces actes terroristes, mais travailler avec tout le monde et parvenir à réduire le niveau de confrontation, y compris sur le front libanais. Il me semble qu'en général, c'est possible, mais il faut agir avec beaucoup de prudence. Honnêtement, j'ai peur de dire un mot de trop, car chaque mot imprudent peut nuire à ce processus. En général, je tiens à vous remercier d'avoir soulevé ce sujet, car il est extrêmement important. Quant aux négociations avec l'Ukraine, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Nous sommes reconnaissants envers le président de la Turquie, M. Recep Tayyip Erdogan, qui nous a autrefois offert une plateforme pour des négociations avec la délégation ukrainienne.
Au cours de ce processus de négociation, à la fin de 2022, nous sommes parvenus à un document possible, un projet d'accord de paix. La délégation ukrainienne l'a paraphé, ce qui signifie qu'elle était satisfaite, puis elle a soudainement refusé. Récemment, la partie turque a de nouveau, l'assistant de M. Erdogan a appelé directement de New York et a dit qu'il y avait de nouvelles propositions à examiner pour les négociations. J'ai accepté. J'ai dit que c'était bien, nous étions d'accord. Le lendemain, le chef du régime de Kiev a soudainement déclaré qu'il n'avait pas l'intention de mener des négociations avec nous. Mais nous avons dit aux Turcs, « Les gars, merci bien sûr pour votre participation. Mais d'abord, clarifiez les choses avec vos clients. Veulent-ils ou non qu'ils le disent clairement ?» Eh bien, autant que je sache, au Parlement, il n'y a pas eu de proposition de paix, mais plutôt un énième plan, un plan de victoire. Très bien. En ce qui concerne la victoire, l'année dernière, lors des tentatives de mener des opérations dites contre-offensives, les pertes, je pense, s'élevaient à environ 16 000 personnes. Ce sont des pertes sanitaires et irrécupérables. Maintenant, rien que le mois dernier, dans la direction de Kursk, je pense qu'il y a déjà 26 000 pertes. 26 000, également sanitaires et irrécupérables. Et du matériel. L'année dernière, lors de la contre-offensive, ils ont perdu, je crains de me tromper, environ 18 000 unités de matériel. Maintenant, c'est presque 1000 de plus. Certes, ils ont perdu moins de chars, presque une centaine de moins. Mais il me semble qu'ils en ont simplement utilisé moins, car il y en a tout simplement moins dans l'armée ukrainienne. Mais au lieu de citer de tels chiffres, il serait bien sûr préférable, en se basant sur les réalités et sur ce qui se passe sur le terrain, de s'asseoir à la table des négociations et de mener ces négociations. Mais les dirigeants du régime de Kiev ne le veulent pas. Entre autres, je pense parce que le début des pourparlers de paix entraînerait la nécessité de lever la loi martiale. Et juste après cela, il faudrait organiser des élections présidentielles. Apparemment, ils ne sont pas prêts pour l'instant. La balle est dans leur camp. Alors, allons-y, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Bonsoir. Dites-moi, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour mettre fin à la guerre en Ukraine? Et à quoi n'êtes-vous pas prêt? Merci. Je viens de dire que nous sommes prêts à envisager toutes les options d'accord de paix, en fonction des réalités sur le terrain. Et je ne suis prêt à rien d'autre. S'il vous plaît, je vous en prie. Oui, je vous en prie, je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le groupe BRICS a probablement déjà dépassé l'étape où il était appelé une plateforme. Peut-on maintenant le qualifier de gestion centralisée? La traduction est-elle en cours? I'm awfully sorry for that. No, we don't have Arabic translation right now. Идет перевод? I beg your pardon. Я думаю, что нынешний этап БРИКС уже... Je pense que l'étape actuelle des BRICS nécessite déjà une certaine gestion centralisée ou un organe pour devenir une sorte de centre pour la gestion des contacts à travers le monde. Par exemple, le pays qui préside les BRICS peut être remplacé demain par un autre pays qui pourrait être moins efficace ou aborder cela différemment. Et le deuxième point est lié au fait que la Russie aimerait créer un tel mécanisme pour interagir avec ses partenaires. Un banque centrale ou une nouvelle banque créée peut-elle interagir avec d'autres banques d'entre pays, avec des banques similaires? Et c'est pourquoi il est maintenant nécessaire de créer des fonds liés aux investissements mutuels. Et la dernière question,
Последний вопрос. Вы же Avez-vous envisagé la question de l'adhésion de l'Arabie saoudite aux BRICS? Merci. БРИКС. Спасибо. Ну, первое, что касается организационного La première chose concerne le travail organisationnel au sein des BRICS. Oui, bien sûr, c'est maintenant une organisation, c'est un fait évident. Et vous avez tout à fait raison de dire qu'il est nécessaire de structurer le travail de cette organisation. Et bien sûr, nous y réfléchissons avec nos collègues et nous nous en occupons. Mais dans l'ensemble, chacun des pays membres est autosuffisant. Et je tiens à le souligner, sincèrement désireux de développer et de renforcer l'organisation. Par conséquent, je ne pense pas qu'il y aura un échec dans le travail des BRICS. Je ne le vois pas. Mais en même temps, nous ne voudrions pas bureaucratiser excessivement le travail de cette organisation. бюрократизировать работу этой организации, чтобы у нас там появились чиновники, которые будут ездить там на... Pour que nous ayons là-bas des fonctionnaires qui rouleront dans des voitures luxueuses, auront un personnel infini, de gros salaires. Et alors, on ne sait pas du tout qui fait quoi là-bas. Mais vous avez raison de dire qu'il faut bien sûr structurer ce travail. Il faut y réfléchir. En ce qui concerne la banque, j'ai déjà dit que nous avons une nouvelle banque de développement. Elle est encore petite. Elle a financé 100 projets pour un montant total d'environ 32-33 milliards de dollars. Mais en ce qui concerne le processus d'investissement, c'est une chose très importante. Et pour des pays comme l'Arabie saoudite, la Russie et d'autres pays, la Chine, l'Inde, il est très important d'avoir la possibilité d'investir de manière fiable et sécurisée dans des marchés en forte croissance. Безопасно инвестировать в быстро развивающиеся рынки. Вот это чрезвычайно важная вещь. C'est une chose extrêmement importante. C'est notre proposition pour créer cette nouvelle plateforme d'investissement. En ce qui concerne l'Arabie saoudite, oui, bien sûr, nous sommes en très bon contact avec notre ami le prince héritier. Nous avons d'excellentes relations avec les gardiens des deux saintetés, avec le roi d'Arabie saoudite. Aujourd'hui, des représentants de l'Arabie saoudite ont participé à notre travail commun. Et nous espérons que cela continuera à se renforcer. S'il vous plaît, maintenant ce secteur, s'il vous plaît. Oui. Oui, s'il vous plaît, mademoiselle. Oui, oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, qu'avez-vous dessiné là, je ne vois pas. Да, вот что у вас там нарисовано, я не вижу. Je voudrais poser ma question à Bianca, si c'est possible. Si c'est possible, je m'appelle Bianca, je suis correspondante de Globo News. Globo est le principal réseau de télévision au Brésil. Une question sur le Venezuela. Hier, vous avez remercié le président Nicolás Maduro pour tous ses efforts, y compris pour sa participation aux BRICS, mais le Brésil est contre. Et je voudrais savoir de quel côté se trouve la Russie. Le Venezuela peut-il rejoindre les BRICS même contre la volonté du Brésil? Et une question sur l'Ukraine. Vous avez également remercié le Brésil et la Chine pour leurs efforts dans la résolution politique du conflit en Ukraine. Je voudrais demander, de 1 à 10, quelles sont les chances que le plan de paix réussisse en Ukraine? Et qu'est-ce qui est absolument inacceptable pour vous de votre point de vue? Merci. Абсолютно недопустимо для вас, с вашей точки зрения. Спасибо. Первое, что касается шансов, знаете, мне... La première chose concernant les chances, vous savez, c'est difficile pour moi. Je pense même qu'il n'est pas opportun de donner des chiffres ou des notes de 1 à 10. Vous savez, notamment parce que je ne veux pas paraître grossier. Mais voici le fait, des tentatives de commencer des négociations, puis de renoncer à ces tentatives. Eh bien, je l'ai dit, le haut représentant de la Turquie nous a appelés directement depuis New York. Et avant cela, c'était la même chose. Avant cela, la Turquie avait également pris l'initiative concernant la situation en mer Noire, assurer la liberté de navigation en toute sécurité, discuter et conclure certains accords et arrangements concernant la sécurité des installations de l'énergie atomique. Et nous avons accepté. Puis le chef du régime de Kiev a publiquement déclaré « pas de négociation ». Nous avons également dit à nos amis turcs, écoutez, débrouillez-vous là-bas.
Vous nous proposez quelque chose en vous référant à eux, nous acceptons, puis nous entendons un refus le lendemain. Comment comprendre cela? Ils ont haussé les épaules. Eh bien, c'est comme ça. Ce sont des partenaires compliqués. C'est pourquoi je dis qu'il est très difficile d'évaluer les partenaires sur une échelle de 1 à 10. Le comportement de la direction ukrainienne aujourd'hui est très irrationnel. Croyez-moi, je parle de ce que je sais. Je ne donnerai pas d'autres évaluations pour le moment. Par exemple, je pense que même leurs provocations dans la direction de Koursk sont liées à des tentatives d'ingérence dans la situation politique intérieure et le processus électoral aux États-Unis. Ils veulent à tout prix montrer à l'administration en place et aux électeurs de ce parti que leurs investissements en Ukraine n'ont pas été vains. À tout prix et à n'importe quel coût, y compris au prix de la vie de leurs soldats. Ils travaillent pour eux et non pour les intérêts du peuple ukrainien. Par conséquent, il est très difficile, voire pratiquement impossible, d'évaluer cela en termes de points. Maintenant, concernant l'évaluation par le Brésil de ce qui se passe au Venezuela, nous connaissons ces évaluations. Nos positions ne coïncident pas avec celles du Brésil sur les questions du Venezuela. Je le dis ouvertement. Nous en avons parlé au téléphone avant-hier avec le président du Brésil, avec qui j'entretiens des relations très amicales, je pense. Le Venezuela lutte pour son indépendance, pour sa souveraineté. Je me souviens qu'à un moment donné, le leader de l'opposition, après les élections précédentes, est sorti sur la place, a levé les yeux au ciel et a dit qu'il se considérait président devant Dieu. C'est drôle, non? Et à ce moment-là, nous avons discuté de cette situation avec les dirigeants des États-Unis. Eh bien, ils soutenaient et soutiennent toujours l'opposition, mais ils ont modestement gardé le silence, ont souri, et c'est tout. Il est clair que c'est absurde, n'est-ce pas? N'importe qui là-bas peut sortir, lever les yeux au ciel et se déclarer n'importe qui, y compris le pape. Mais cela ne se passe pas ainsi. Cela ne devrait pas être ainsi. Il existe certaines procédures de nature électorale. Allez aux élections, gagnez. Nous considérons que le président Maduro a gagné les élections, qu'il a gagné honnêtement. Il a formé un gouvernement, et nous souhaitons du succès à son gouvernement et au peuple vénézuélien. Mais je compte beaucoup sur le fait que le Brésil et le Venezuela résoudront leurs relations bilatérales au cours de discussions bilatérales. Je connais le président Lula comme une personne très intègre et honnête, et je suis sûr qu'il abordera cette situation avec objectivité. Et il m'a demandé de transmettre quelques mots au président du Venezuela lors de notre conversation téléphonique. J'espère que la situation va s'équilibrer. En ce qui concerne l'adhésion du Venezuela ou de tout autre État aux BRICS, je tiens à dire que cela n'est possible qu'avec un consensus. Nous avons une règle selon laquelle, pour accepter tout candidat dans cette organisation, dans l'Union des BRICS, l'accord de tous les participants de cette union est nécessaire. Sans cela, il est impossible de faire un tel pas. Merci beaucoup. Ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. Mes collègues m'attendent pour une réunion bilatérale. J'ai un choix très difficile entre discuter avec vous et y aller. Excusez-moi, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Merci beaucoup. Спасибо большое.